Mesdames et messieurs, bonjour. Désolé pour le petit retard. J'espère que ce début de festival se passe bien pour tout le monde. Cette année, nous fêtons les 10 ans de la maison d'édition La Volte. Donc vous avez ici présent un panel non exhaustif des fondateurs et travailleurs et stagiaires, non moins travailleurs de la maison d'édition. Donc dans le désordre, Mathias Echenay, fondateur, éditeur de La Volte. À sa gauche, Eric Enino, volté récent, voilà, qui est en train de travailler à l'adaptation BD de La Horde du Contrevent, dont vous pouvez voir les croquis préparatoires sur la scène du salon du livre, de l'autre bout de la FJC. Marie Surgère, traductrice de La Volte, des romans de Jeff Noon. Si vous ne les avez pas lus, il faut les lire, ils sont superbes. Et son travail de traductrice est magnifique. Thibaut Perrol, l'homme sans qui La Volte ne tournerait pas. Le fameux stagiaire du groupe. Stagiaire à moi. Pour dire deux, ouais. Bref, celui qui fait tout ce que Mathias ne peut pas faire et est en grand chef d'entreprise qu'on est totalement débordé, c'est-à-dire beaucoup de choses. Je délègue beaucoup. Emmanuel Gob, en charge de tout le secteur numérique. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, hein, mais jusque-là, tout va bien. Et à ma gauche, Alain Damasio, entre autres, auteur de La Horde du Contrevent. Et de La Zone du Dehors, et de Aucun souvenir assez solide, recueil de nouvelles paru l'année dernière. Voilà. Alors, et surtout cofondateur et cofondateur de La Volte, pardon. Voilà. Ouais, je disais que 2% de l'entreprise. Fallait bien que je dise une bêtise. Je suis. Voilà, il s'est fait aspirer ses capitaux depuis qu'il a écrit 2 romans dedans. Et moi-même, donc Benjamin Maillet, volté depuis à peu près 2 ans, et qui ai découvert tout ce petit monde en réalisant un film adapté avec les notions de La Zone du Dehors. J'ai rencontré Alain qui m'a présenté tout ce beau monde, et ayant habité Paris ces dernières années, venant habiter à Lyon, m'intégrant à l'association AOA, j'ai voulu organiser ce petit focus sur La Volte et permettre à toi, public, de découvrir ce qu'était vraiment La Volte, qui n'est pas seulement une maison d'édition, qui n'est pas seulement une maison d'édition, qui est d'ailleurs complètement atypique et qui fonctionne en dépit du bon sens parfois, mais avec quelques fulgurances de génie, et certains des génies responsables du fonctionnement de cette maison d'édition sont autour de cette table aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, nous allons faire un petit tour de table pour chacun se présente et explique un peu quel est son rôle dans cette maison d'édition. On va commencer par le fondateur et l'éditeur, Mathias. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer comment s'est fondée La Volte? Je pense qu'Alain va dire quelques mots aussi par rapport à ça. Comment elle s'est fondée et pourquoi et qu'elle est plus aujourd'hui. D'accord. C'est une belle histoire, et c'est pas une histoire arrangée, elle est comme je vais vous la narrer très rapidement. Des fois on fait un duo avec Alain, donc on peut le refaire. Avant La Volte, Alain avait écrit La Zone du Dehors et cherchait un éditeur, et il connaissait personne dans l'édition en dehors de moi, et nous encore on n'était pas très proches à cette époque, on s'était croisés à Lyon, en paix, et du coup dans une soirée il m'a parlé de La Zone du Dehors, et il m'a parlé que de philo en plus, et voilà, donc je l'ai lu et j'ai adoré, et j'ai cherché des éditeurs, parce que déjà à cette époque je travaillais dans l'édition au service de beaucoup d'éditeurs, et là l'histoire est vraie au sens où tous les éditeurs que j'ai contactés, il y en avait beaucoup, n'ont pas voulu publier La Zone du Dehors, et donc on s'est tourné vers notre ami Olivier Guénon, qui avait créé une maison d'édition qui s'appelait Silibris, qui éditait à la demande, c'est l'impression numérique à partir d'un site internet, et La Zone du Dehors est sortie en
3 versions chez Silibris. Quand Alain est venu plus tard avec le projet de la Horde du Contrevent, j'avais trouvé un éditeur, parce qu'on s'est dit qu'il fallait quelqu'un d'un vrai éditeur sérieux, qui cadre Alain, parce que son projet était quand même complètement fou. Je ne sais pas si vous imaginez, c'était un projet avec 23 narrateurs, on ne savait même pas qui parlait. C'était vraiment pas possible. J'avais présenté à Alain Jacques Chambon, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté dans l'édition de science-fiction. Et Jacques était vraiment très partant pour ce projet. Malheureusement, Jacques est mort. Et voilà, pour faire un raccourci, Alain m'a convaincu de monter la maison d'édition. Et j'ai lu quelque part, là, dans des entretiens ou ailleurs, que en fait, j'avais toujours rêvé de monter une maison d'édition, ou alors je me l'étais jamais avoué, mais pas du tout. Hein. Si. Alors, bon, ok. Non, en fait, ce qui est marrant, c'est que vraiment, et c'est important, je ne sais pas s'il y a des écrivains dans la salle et des gens qui débutent vraiment dans l'écriture, mais c'est un vrai conte de fées. C'est-à-dire que moi, mon premier livre, quand j'ai démarré La Zone du Dehors, je me suis isolé, j'ai fait le livre pendant 2 ans et demi. Et vraiment, je connaissais personne. Et quand je dis personne, je n'avais pas d'amis dans l'édition, je connaissais aucun écrivain, je n'avais pas de relais d'aucune sorte. Et j'avais fait une soirée, c'était à l'époque, on mettait du papier aluminium sur les murs comme ça, donc tout était tapissé de papier aluminium, c'était très SF, et on s'habillait en rouge. Et ça s'appelait Cyborgiac Rouge, et Mathias était venu à cette soirée, parce que c'était l'ami d'un ami surfeur, bon bref. Et je lui ai dit, je fais ce livre, et je lui ai dit, mais je vais avoir fini, j'aurais fini dans 2 ans. Il me dit, bah écoute, quand t'as fini dans 2 ans, tu m'amènes le truc, l'air de dire... C'est bon, des écrivains, j'en vois à longueur de journée, ils finissent jamais leur truc. Là, nos versions diffèrent. Là. Ouais, non, mais ça, c'est ça, génial. La mémoire, c'est fabuleux. Moi, je me souviens pas de ça, mais c'est pas grave. Il y a plus de 10 ans, là, pour le coup, on parle pas de... là, on parle d'un truc qui se passe en 93. Hein. Et, quasiment 20 ans. Et du coup, quand j'ai fini, j'ai amené mon saucisson. 1993. Ouais. J'ai amené mon saucisson, et je me souviens, ça c'est quand même vraiment marrant, j'étais à Biarritz, je voulais organiser à chaque fois des sortes d'agapes comme ça à 23 personnes, 25 personnes, et je lui ai amené le manuscrit et je lui ai bourré le mou avec de la philosophie pendant 1h30, ce qu'il faut absolument pas faire avec un éditeur parce que ça marche pas. Et il était tard, mais il était stoïque, beaucoup abusé sur la boisson, tout ça, et il parlait de Derrida, Foucault. C'est vrai. Et on se connaissait très très peu sur la zone. Et là, donc, quand vous, je ne sais pas s'il y a des écrivains là, mais la première fois que vous remettez un manuscrit à quelqu'un que vous considérez comme professionnel, c'est comme se présenter nu devant votre première fille, quoi, tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Et donc vous attendez un peu comme la sanction de Dieu, quoi, ce qu'il va vous dire. Et ce qui est extraordinaire avec Mathias, c'est que j'ai pas attendu plus de 2 jours, quoi. C'est-à-dire qu'il l'a lu dans le Biarritz Paris, qu'il est en remontant en voiture dans le Biarritz Paris, il a pris le manuscrit et il a lu un truc qui fait quand même 500 pages, quoi. Et 2 jours après, il me rappelait pour me dire qu'il avait trouvé ça génial, quoi. Et ça, c'était un truc déjà assez incroyable. Et après, il n'a cessé de se battre pour que mon livre soit édité. Et au début, il faut savoir que La Zone, elle a été éditée par 50 exemplaires, 50, 100, 150. Et au bout de 5 ans, on n'avait même pas atteint les 1000 exemplaires, quoi. Donc c'était, voilà. 1000 exemplaires, c'est déjà très bien. Hein, ce qui est bien. Ouais, mais croire que tout se vend à 10 000. Pourquoi les bouquins se vendent à 100 000 comme ça. Donc ça c'est vraiment un aspect important. Donc voilà, donc création de la Volte pour éditer un livre et avec en plus un CD, avec un site, enfin plein de choses. Et effectivement, je prétends pas avoir eu du flair ou quelque chose comme ça n'a rien à voir. Ce livre, il devait exister et je pensais au contraire que ce serait accueilli d'abord éditeur inconnu, auteur inconnu, un gros livre, difficile d'accès au démarrage, il y avait tout pour que ça, dans nos canons commerciaux d'édition, il y avait tout pour que ça ne marche pas. Et effectivement, je pensais qu'il y aurait en plus un accueil dans le milieu de la science-fiction ou de l'imaginaire qui serait que, je connaissais un peu les gens, mais je pensais qu'il y aurait des grands débats, des querelles de chapelle pour savoir, c'est quoi? C'est de la fantasy, de la science-fiction, ou vous savez, enfin des sous-catégories. Et en fait, l'accueil réellement a été incroyable dès le début. Voilà, il y a eu beaucoup de gens qui se sont penchés sur le berceau de la Horde du Contrevent. Et après, ça s'est enchaîné. Il y a eu des auteurs, des critiques, des libraires. Il y a eu un bouche-à-oreille incroyable. Voilà, c'est une histoire géniale.
génial sur la création de la Volt, et ensuite, évidemment, le lancement de la Horde du Contrevent. Voilà. La Volt, après, a fait d'autres choses, on y reviendra, et l'idée étant de pas, quand même pour en parler très rapidement, j'ai un travail pendant la journée, au service des éditeurs d'ailleurs, et la Volt, je veux pas que ça grandisse, je veux pas que ce soit une multinationale, mais il n'y a pas de salariés, c'est pas une association, hein, les gens qui travaillent ont leur graphistes et autres sont rémunérés, mais c'est une zone de liberté qu'on s'est offerte, donc il n'y a pas de modèle économique, hein, pour le dire comme ça, et je ne donne pas de leçons aux maisons d'édition, aux autres, etc. C'est juste, on a mis de l'argent dans une maison d'édition, et en se disant, bah, on veut avoir une zone de liberté, et on a pu se l'offrir, voilà, et ça marche comme ça, et puis des fois, il y a plein de livres qui ne se vendent pas aussi, mais effectivement, j'aurais pensé au début que les autres livres allaient permettre de payer cette folie de la Horde du Contrevent, et en fait, c'est plutôt l'inverse qui se fait. Voilà. Et donc justement, tu parlais de... tu venais de dire quelque chose sur lequel je voulais rebondir, et voilà, j'ai perdu de quoi exactement. Oui, cette zone de liberté dont tu parlais, qui t'a amené notamment dernièrement, ça fait depuis 2005-2006 que tu édites Noon, il me semble. Mais là, je sais plus, ouais. ces derniers temps, il y a eu trois romans qui sont sortis de manière assez rapprochée, et tu t'es aussi un peu rapproché de lui, qui fera partie d'une des tables rondes à la Gaîté Lyrique, en direct et en streaming, que vous pouvez suivre d'ailleurs le premier mercredi du mois de novembre et du mois de décembre sur le site de la Gaîté Lyrique. Les tables rondes qui se font à Paris sont visionnables en direct et en streaming sur le site de la Gaîté Lyrique. Tout ça, c'est sur notre site, c'est le 6 novembre et le 10 décembre en fait. Mais oui, après, c'est mes goûts, et Jeff Noon, j'adore, et il avait déjà eu 2 publications en France, et on a retraduit. Et voilà, et on continue Jeff Noon, et on aime Jeff Noon. Enfin, évidemment, après, tous les éditeurs vous disent qu'ils aiment les livres qu'ils publient, heureusement. Nous, c'est pas seulement on les aime, on les aime beaucoup, beaucoup. On n'est pas obligé de faire des livres, justement, par rapport à cette histoire de modèle économique. À un moment, je ne vais pas répondre de la ligne éditoriale ou de faire en sorte de vendre des livres pour payer un salarié à plein temps. Donc, voilà, soit ça nous met un coup sur la tête, soit on ne le fait pas. Puis autant faire des choses que d'autres ne font pas. Et donc l'édition de Jeff Noon m'amène à Marie. Ton travail de traductrice, justement, dans une maison d'édition qui n'a pas de modèle économique, donc comment ça se passe, comment t'as rencontré hyper bien payé. Comment t'as rencontré Mathias, comment t'as rencontré la Volt, voilà, déjà commençons par ça, puis après je te pose la question sur Jeff. Déjà, c'est une histoire typique de la Volt. C'était juste après la sortie de la Horde. Voilà, je connaissais pas Mathias, je connaissais personne. J'ai une amie qui me dit: il faut absolument que tu lises ce bouquin. Je lis ce bouquin. Je vais voir Mathias, je vais voir là, en disant: ouais, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et moi, j'étais toute jeune traductrice à l'époque. Et un jour, dans une librairie, Mathias me dit: ah, mais je suis en train de publier Jeff Noon en France. Il a déjà été un peu publié il y a des années. C'est tombé à l'eau. Et là, je suis en train de faire traduire un bouquin qui avait déjà été traduit, mais qui n'est jamais sorti. Il me dit: j'ai cherché le manuscrit de cette traduction qui date d'il y a 5, 6, 10 ans. Je ne l'ai jamais trouvé. Du coup, j'ai relancé avec un traducteur. J'ai relancé une nouvelle trad. C'est dommage. Mais je regarde, je dis: mais les traductrices, c'était moi. Et le manuscrit, je l'ai perdu et mon ordinateur est mort. Et la traduction que tu cherches, c'était moi qui l'avais. Alors, je l'ai eu très très mauvaise parce que j'aurais adoré refaire ce bouquin avec Mathias. Et j'ai parlé de Jacques Chambon tout à l'heure, et Marie travaillait avec Jacques Chambon. Enfin, voilà, c'est bon. Voilà, j'avais 20 ans, il m'avait confié ça de trad alors que j'avais 20 ans, j'étais un bébé. Et puis voilà, et puis la trad était en cours, j'avais vraiment des regrets. Et un an après, le traducteur qui avait fait les 2 premiers bouquins de Jeff Noon pour Mathias ne peut plus continuer. Et Mathias m'appelle en me disant: bah voilà, j'ai besoin que tu fasses le 3e. Est-ce que tu es libre? Je dis: oui, à peu près. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent un peu la traduction dans la salle. Il me dit: voilà, c'est pour le 15 juillet. On était le 1er juin. Et moi, heureusement, j'avais 25 ans à l'époque, je pense, un truc comme ça, et je ne savais pas. Et j'ai dit: bah ouais, d'accord. J'avais même pas lu le livre.
C'était Pixel Juice, le bouquin s'est fait. J'ai perdu tous mes amis, c'était affreux. Et puis voilà, et puis le bouquin s'est fait, le bouquin est bien, je pense. Il y avait encore un autre traducteur qui est là d'ailleurs, qui est Alfred Boudry, qui est là-bas, qui traduisait aussi en même temps. Du coup, on en faisait deux, l'information et Pixel Juice. Et depuis, c'est Marie qui a traduit les autres Jeff Moon. Après, oui, les délais, c'est n'importe quoi des fois. Là, c'était pas n'importe quoi, là, c'était impossible. Enfin, bon, le bouquin n'était pas énorme, mais 6 semaines sans avoir lu le livre, enfin, je savais pas, j'ai dit oui, c'était bien. Et juste pour... bon, alors, à part des... Ouais. À part des délais... Qu'est-ce que tu fais À part des délais impossibles, comment... Est-ce que tu as une relation avec l'auteur justement quand tu le traduis? Est-ce qu'il y a la possibilité avec quelqu'un comme Jeff Noon justement? Est-ce que Mathias fait un relais ou est-ce que c'est toi? Je crois que là, parce que si je parle à Marie comme ça, est-ce qu'il y a un relais qui se fait? Est-ce que c'est toi qui fais des choix? Est-ce que c'est Mathias qui Ah ouais. Oui, non, Mathias s'en mêle. Après, ce qui est bien avec Mathias, c'est que, en gros, une fois sur deux, je lui dis, mais non, tais-toi. Et je dis, ouais, et t'es sûr de ça, et pourquoi tu traduis comme ça? Et des fois, elle me dit, bah, parce que, ou des fois, elle me dit, bah, parce que j'aime bien, voilà. Parce que je pense que c'est mieux que si on faisait autrement. Et puis, l'autre moitié du temps, je lui dis, ouais, ok, comme ça, si tu veux, d'accord, on va changer. Mais en fait, du coup, c'est très serein, et c'est pas du tout fatigant, et c'est pas du tout stressant. Autant se faire plaisir, enfin. Voilà, mais en revanche, c'est toi qui es en contact avec. Enfin, j'ai vu Jeff Moon, j'ai rencontré tout ça, je vais le voir, mais c'est toi qui es en contact avec lui, ça c'est drôle, tu peux raconter. Voilà, non, donc Jeff, oui, je le contacte assez fréquemment quand je traduis ses bouquins. Et c'est très compliqué parce que déjà, c'est souvent des bouquins qu'il a écrits plusieurs années auparavant, donc c'est pas récent pour lui, il a fait plein de trucs depuis. Et puis surtout, pour ceux qui l'ont lu, il est complètement allumé ce type. Et très souvent, je le contacte en oui, Jeff, telle phrase, telle page, tel bouquin, mais qu'est-ce que tu as voulu dire? Parce que ça peut vouloir dire 18 trucs différents, en même temps, ou pas, ou j'en sais rien. Et le mec, il me répond, mais comment tu veux que je sache ce que j'ai voulu dire? Je ne suis que l'auteur. Oui, d'accord, mais moi, je ne suis que la traductrice, et alors vraiment, je ne sais pas. Là, je ne sais pas ta phrase. C'est pas qu'elle veut rien dire, hein. Elle est belle, mais elle n'a aucun sens, en fait, quand même. Et je ne sais pas. Et en gros, il me dit, mais écoute, vas-y, je te fais confiance, suis ton instinct, c'est toi qui sais. C'est pas moi qui sais. Non, c'est pas moi qui sais. Donc voilà, c'est très agréable, c'est beaucoup de plaisir. Ça change des auteurs qui baragouinent 3 mots de français et qui veulent contrôler tout ce qu'on fait parce qu'ils croient qu'ils parlent français mieux que le traducteur. Donc voilà, c'est complètement bizarre, c'est très agréable. C'est souvent assez fatigant, mais en attendant, on s'amuse bien. Merci. Ça doit être quelque chose quand même. Thibaut. J'ai rien dit encore. Oui. Donc, Marie a travaillé avec Jeff Noon. Toi, si j'ai bien compris, tu as beaucoup bossé avec Alain sur Aucun souvenir assez solide. Donc Alain et Mathias, bien sûr. Sur Aucun souvenir assez solide. Est-ce que, déjà si je dis une bêtise, tu m'arrêtes, hein, mais est-ce que tu pourrais juste expliquer ton travail, comment ça se passe quand on crée un recueil de nouvelles, et puis qu'est-ce que tu as fait à la Volte alors? Alors pour comprendre en fait la réponse à ta première question, je suis arrivé à la Volte par la Horde. J'ai lu la Horde et j'ai adoré la Horde, et il se trouve que la Volte est des fois sur des salons. Et la Volte est ouverte à des nouvelles rencontres. Et entre autres, vu qu'on se retrouve tous les premiers mercredis du mois à Paris pour parler des projets et pour boire quelques coups, faut pas te cacher, et voilà, partager plein de choses, il se trouve que la porte est ouverte de vouloir faire des choses avec la Volte. Et moi j'étais vaguement intéressé par l'édition. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé mes études. Et j'ai commencé donc à en parler de mes études et à faire des petits trucs à la Volte. Il y a un master en édition depuis. Selon ce qu'il y avait besoin de faire, etc. Ça a commencé par un tout petit travail que j'ai fait
avec Laure Marinès sur les personnages de la Horde dans la version numérique faite par Emmanuel ici. Il y a des présentations des personnages un à un. Ça a été un premier énorme. Enfin, ça a l'air de rien, c'est 2 paragraphes sur chaque personnage, mais on a dû lire 10 fois le bouquin pour le faire, et ça nous a pris 1 mois en fait. Ça nous a mis un mois de travail en plein été en Italie pour faire ça. Sans parler du danger, parce que quand Alain il dit après, il faut pouvoir, non, mais faut pouvoir ne pas se faire décapiter ou voilà, être atteint par les foudres. C'est vrai, quand j'ai appris ce projet, je me suis dit, ils sont fous parce que c'est quand même très difficile à faire, je trouve. Moi, j'ai des fiches personnages qui sont quand même assez costauds. Vraiment, j'ai vraiment deux pages A4, mais complètement blindées en police 10 sur la Horde. Et quand j'ai lu, ouais, j'étais surpris, c'était bien, quoi. Donc, il est encore vivant. Et j'ai même envoyé un mail en disant, je suis surpris parce que je trouve que c'est de qualité, c'était très respectueux les personnages. Ouais. Ah ouais. Comme quoi. On a même trouvé. Parce qu'ils sont bien écrits, alors on les comprend bien. On avait même trouvé une incohérence dans la honte. Non, c'était minime. Et bref, voilà. C'était quoi ta question? Et ben c'était ça. Et il me semble que tu as et le recueil sur aucun souvenir. Et ben donc j'ai fait de plus en plus de choses et ça arrivait jusqu'à Mathias qui me propose de travailler sur le recueil de nouvelles avec pas mal de nouvelles déjà écrites par Alain et quelques-unes introuvables et une même inédite. Et donc il a fallu choisir les nouvelles, il a fallu trier les nouvelles, là en faire retravailler quelques-unes et voilà, tout ça sur plusieurs mois. Et alors, comment on fait retravailler Alain Damasio sur une nouvelle, sachant que l'énergumène habite Marseille, que le jeune homme habite Paris, que tu débutes dans l'édition, et qu'il en est à son donc 3e livre, et que la Horde a quand même eu un peu son petit succès, et que donc tu as adoré le bouquin. Comment tu c'est quoi la relation qu'on a comme ça par mail C'est pas forcément évident. Non, bah, je sais pas. Je sais pas trop comment dire ça. On note des passages, on relit la nouvelle, et puis on trouve qu'il y a quand même il y a des points qui vont pas. Après, Alain est d'accord ou pas d'accord, mais ça se fait. De toute manière, c'est à l'auteur de décider. C'est lui faire des propositions, pas des propositions justement, mais lui insister, ou enfin mettre en lumière certaines questions ou certains passages, et après, c'est à l'auteur de décider s'il admet même la question et s'il veut retravailler dessus. Ouais. Après, il y avait déjà ça avait commencé par une sélection. C'était surtout la sélection. Et c'était intéressant aussi d'avoir un regard complètement neuf. Vous étiez fan tous les deux, mais Laure et toi, mais c'est d'avoir un regard neuf de nouvelles. Il y avait des nouvelles que tu avais écrites quand tu étais en primaire. Ouais, presque. Non, mais il y avait. C'était colorié, c'était une. Ouais, sur ce recueil, on s'était dit, bon, il y avait une dizaine de nouvelles que j'avais faites, donc en gros entre 2000 et 2010, et puis il y avait des nouvelles que j'avais écrites à 20 ans, mais vraiment mes premières phrases d'écriture, et j'avais peut-être une dizaine de nouvelles, et donc je les ai ressorties, je les ai envoyées, en disant, est-ce que vous pensez qu'on peut repêcher quelque chose là-dedans, quoi. Donc, moi-même, je les ai relus, c'est assez terrible d'ailleurs, c'est très intéressant de relire ce qu'on fait 20 ans avant. Je les ai relus en me disant, est-ce qu'on pouvait voir à l'époque que j'avais des linéaments pour écrire la zone et la Horde? Et la réponse est non, en fait. Donc c'est super dur, c'est pour ça qu'il faut être super modeste par rapport aux jeunes écrivains en leur disant non, mais toi tu feras jamais rien, ou toi, en fait c'est extrêmement difficile de sentir les potentialités ou pas. Moi, en relisant le truc, à part un ou deux moments où je me dis tiens, ça taxiquement, ça c'est intéressant, 2-3 passages, sinon franchement c'est pas bon. Et du coup ils ont relu et ils ont décidé de publier aucune nouvelle correspondant à cette période, et je pense qu'ils ont eu complètement raison, parce que on a hésité sur celle sur Ingmar Stenmark quand même. Ouais. Personne ne sait qui est Ingmar Stenmark. Ils sont trop jeunes. Non. C'était un skieur, ouais.
Voilà. Et en même temps, on se dit, bah tiens, il y a la neige, il y a tout ça. Enfin, en fait, on pourrait y retrouver des choses. Donc celle-là, elle était limite, les autres, non. Et du coup, celles qui ont été publiées, là, on voit, comme tu dis, les linéaments, on voit des ferments, on voit des choses qui se passent. Mais effectivement, là, oui, à un moment, il y avait 2-3 lecteurs et on n'en a pas gardé de cette période. Hein. Bon. Oui, je sais pas, il va y en avoir 5 ou 6 qu'on n'a pas mis. Oh, plus que ça, ouais, une dizaine. Dans celle que ah ouais. en tout cas. Non, on n'a pas osé tout envoyer aussi. Ouais, non, parce qu'il y en avait des petits qui mail, étaient vraiment pas terribles. Non, ce qui est intéressant, mais c'est propre à la Volte et à toutes les maisons d'édition, à mon avis, dignes et respectables, c'est que il y a un respect absolu de l'auteur, c'est-à-dire que, et je pense que c'est la bonne façon de travailler avec les auteurs, c'est de dire, il y a des faiblesses. Des fois, on rend une nouvelle, on sent qu'il y a des faiblesses, on a besoin d'avoir un retour. Et quand moi, les retours touchent et pointent sur ces faiblesses que déjà au départ je sentais, bon, là, c'est clair que je corrige systématiquement. Et parfois, la personne trouve des faiblesses qu'on n'avait pas vues ou des choses qui qui pour moi étaient très claires en tout cas, et qui ne le sont pas, qui sont opaques, qui sont difficiles à lire, qui sont torturées pour les gens, alors que pour l'auteur qui est complètement dans son trip, c'est tout à fait clair. Et du coup, à ce moment-là, bon, ça pose des questions. Généralement, moi, je suis quand même assez hermétique à la critique, ou en tout cas à la reprise, parce que je sais exactement ce que je veux faire, mais si on me pointe intelligemment quelque chose, je vais le corriger. Après, on s'est un peu engueulé sur les quatrièmes de couverture aussi, ça c'est encore un autre enjeu. Et puis après, il y a l'ordre des nouvelles, ça paraît bête, mais c'est comme un album, c'est comme un disque. L'ordre dans lequel vous mettez les nouvelles dans un recueil est important. Même si les gens peuvent lire la 5e, puis la 2e, puis la 8e, c'est comme un disque. Au final, la plupart des gens, ils démarrent sur la première et puis ils avancent. Et savoir quel rythme on adopte là-dessus, surtout sur aucun souvenir assez solide où il y a un mélange de texte politique assez fort, assez SF, un mélange de texte plus poétique, un mélange de texte fantastique, donc il y a des registres très différents, et de savoir bien marier, trouver le bon rythme, pas accumuler comme ça 3 nouvelles très longues, c'est extrêmement important. Moi je sais que je ne devrais pas dire ça, mais sur par exemple le Jardin schizologique édité à la Volte, pour moi il y a une faute dans l'ordre, par exemple. L'ordre des nouvelles est mal posé, on a 2 blocs de nouvelles à un moment donné extrêmement longues, extrêmement exigeantes, et quand on lit, c'est une faute. D'ailleurs j'ai dit à celui qui a porté le recueil en disant là c'est une erreur d'édition, quoi. Voilà. Bon, bah, ça arrive, mais... Moi, je suis passé derrière, je paye beaucoup à l'ordre. Ouais, et toi, tu trouvais ça bien. J'assume aussi, mais... Non, il m'arrive de revenir dessus et de revoir l'ordre. Mais après, c'est un avis de lecteur. Hein. Ouais, si. Voilà. On n'est pas censé détenir la vérité, hein, plus qu'un autre. Hein. Pour une maison d'édition qui s'appelle La Volte, avoir un problème avec l'ordre, c'est pas spécialement un problème normalement, mais... Mais c'est intéressant, en tout cas le rapport éditeur-écrivain est toujours quelque chose d'hyper intéressant sur le texte, c'est quelque chose d'assez complexe. Après, quand vous avez des auteurs qui sont relativement, moi je pense être un auteur accompli aujourd'hui, donc c'est vrai que vous êtes plus rigide sur les critiques, c'est même pas vrai en fait parce que j'étais rigide dès le début en fait. mais disons que voilà, vous avez plus confiance en vous en tout cas sur la qualité de ce que vous faites. Et du coup, il faut vraiment que la personne, elle pointe des choses. Et moi, j'ai envie de dire, c'est horrible de dire ça, mais j'ai envie de dire, je juge autant l'éditeur que l'éditeur me juge, quoi. Et même parfois plus, c'est-à-dire que j'écoute quand, par exemple, je peux le dire maintenant, c'est horrible, Thibaut, quand il m'a fait les premiers retours, pour moi, je voulais voir s'il était au niveau pour pointer, effectivement, les défauts que moi, je pressentais. Et il a pointé, effectivement... Car Thibaut, tu as passé un test. En fait. Ouais. Mais je ne vais pas dire, évidemment, tu vois, je ne vais pas dire, bon, allez, montre-moi ce qui est mal dans ce que je fais. Non, mais il a pointé des choses qui, effectivement, pour moi, posaient déjà problème. Donc, je me suis dit, ok, il voit clair, il est lucide, il a la capacité à lire et à voir, quoi. Et c'est ce qu'on demande à l'éditeur. Hein, Et juste pour conclure un peu cette partie-là, le fait justement de travailler dans cette maison d'édition un peu collégiale entre finalement beaucoup d'amis, donc de gens qui deviennent amis au fur et à mesure, c'est une liberté, c'est de l'amusement, c'est de l'exigence que tu retires de ce modèle-là d'édition. Tu sais, Philippe Curval le disait super bien l'autre fois quand on parlait de ça. Donc Philippe Curval, qui est un grand auteur de science-fiction, et puis qui maintenant, il a quel âge? Il a 79 ans, je sais plus. Ça commence par un 8, mais il veut pas compter. Ah ouais, carrément. Et il le disait,
et c'est tellement rare aujourd'hui, c'est-à-dire que tu es avec des êtres humains. Voilà, tu es avec des êtres humains qui considèrent que tu n'es pas une machine à produire du texte, mais que tu es une sorte de machine bricolée, artisanale, fonctionnant mal, prête à s'arrêter à n'importe quel moment, ayant du mal à la produire à d'autres moments, etc. C'est-à-dire qu'on est voilà, des êtres humains avec plein de défauts, avec des égos, avec des énormes failles à des moments, et il tient compte de ça, il écoute ça, il accueille ça, et il nous aide au maximum par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a un vrai respect et du travail d'écriture et de l'auteur en tant que machine organique déficiente, quoi, ce qui est vraiment la bonne définition de l'auteur. Et ça, c'est très rare, il y a beaucoup de maisons d'édition maintenant. Je t'intéresserai ça la prochaine fois. Ouais, non, mais c'est ça. Et c'est horrible parce que quand vous voyez, mais même sur Gallimard, j'ai la chance d'être édité en folio et que Pascal Godbillon, celui qui dirige Folio SF, soit quelqu'un de très ouvert. Mais même à certains moments, vous êtes pris dans la machinerie, c'est-à-dire qu'il ne vous permet pas de choisir les couvertures, il ne vous permet pas de discuter sur les couvertures. Sur le 4e, j'arrive à imposer mes 4e couvertures, mais bon, faut se battre. Et lui-même n'a pas toujours le choix en interne. Et lui a pas toujours le choix. Et ça, c'est insupportable. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, je peux vous dire, les 2 couvertures, là, il n'est pas là, et tant pis pour lui, mais les 2 couvertures qui sont refaites sur la Horde et la Zone, pour moi, elles sont totalement pourries, quoi. Voilà. Donc, et j'ai pas mon mot à dire. Je lui dis, voilà, il me dit, mais non, mais c'est bien, c'est un super illustrateur, il est connu, machin. Bon. Sauf que moi, je trouve que ça n'a aucune gueule, quoi. Voilà. Et vous n'avez pas la possibilité d'interagir. Vous êtes l'auteur qui est publié, et puis vous fermez votre gueule. C'est pas à vous de donner votre avis sur le... Enfin, je vais faire le pour et le contre, pas par rapport à la vote, mais en général. Après, on peut considérer que des fois, les auteurs sont pas les mieux placés pour une 4e de couverture. Je dis des fois, couverture ou une illustration aussi. Hein. La question, c'est, voilà, s'il y en a qui détient un savoir, ce qui reste quand même à prouver, il faut pouvoir échanger, convaincre, parce qu'il n'y a pas de vérité, quoi. Non, il n'y a pas de vérité, mais tu vois, à la Volte, on a discuté beaucoup avec Mathias sur les couvertures aussi. On discute, c'est-à-dire, il y a vraiment une discussion entre la graphiste, entre Mathias... On a monté ensemble, on a fait ça ensemble, on a fait ça ensemble, avec des fois avec Thibaut, avec l'auteur. Donc, il y a au moins 4 ou 5 personnes qui interagissent sur la couverture, mais il y a une vraie discussion, il y a un vrai débat. Et au final, je pense qu'on s'évite quand même des bouses et qu'on s'auto-régule, et on s'auto-régule vers le haut, quoi, en trouvant des couvertures qui, à mon avis, sont quand même très belles. Donc ça, c'est précieux. Le problème que vous avez sur des grosses structures, comme par exemple Folio SF, c'est que vous avez un service marketing, ils sont payés pour faire les couvertures, ils considèrent que c'est eux qui ont la science des couvertures et qui savent ce que les lecteurs vont vouloir lire et comment la couverture va pouvoir attirer d'autres gens sur un immense étal comme ça, où vous avez 20 ou 30 livres. Et ben moi, je suis désolé, pour moi, ils ne connaissent pas leur travail, et les couvertures qu'ils viennent de faire sur la Horde, notamment, et même sur la Zone, elles sont déficientes, même dans une logique marketing et graphique, quoi. Même, je ne vous parle même pas de la qualité d'illustration, parce que des fois, il y a des qualités d'illustration fabuleuses, mais quand vous les mettez à côté d'autres livres, c'est tellement minutieux, c'est tellement fin, que l'œil, il prend trop de temps pour lire la couverture, et du coup, il va sur une couverture plus graphique, plus directe. Bon, là, c'est même pas le cas. C'est-à-dire que même graphiquement, elle est mauvaise, quoi. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Voilà. C'est le service marketing qui décide. Ce ne sont pas les artistes, et donc, s'ils avaient discuté avec moi ou avec un peu d'autres gens qui ont l'esprit un peu ouvert, ils auraient obtenu quelque chose de plus intéressant. Et la Volte, la force, c'est ça. La force, c'est que ça reste artisanal, ça reste un atelier, il y a des discussions, et ça reste humain. Et ça change tout. Ça veut dire qu'on fait, ça veut dire qu'on refait, ça veut dire qu'on est à la bourre, ça veut dire que... Voilà, mais en même temps, c'est l'intérêt du collectif, ouais. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. L'intelligence collective, ouais. Moi, même, il m'arrive d'avoir une idée en disant, ouais, je voudrais bien une illustration comme ça, et puis soit l'illustratrice, souvent c'est Corinne Billon chez nous, mais pas toujours, soit la Stéphanie Aparicio qui s'occupe on appelle la Creative Director, qui a fait les couvertures des 2 romans. Qui a fait la couverture de la Horde du Contrevent d'ailleurs. Elle, l'illustration, qui nous avait sauvés parce qu'on n'en avait pas. Et puis de temps en temps, je sors mon idée, puis elle dit bah non, elle est pourrie ton idée. C'est drôle. Et là, Mathias perd les armes et il s'en va en disant de toute façon, je suis pas le chef, donc il faut Et on a refait. Donc, la Horde du Contrevent, quand même, Alain avait une idée, puis en plus, c'était ton frère qui avait fait des illustrations, et on a tourné autour de ça. En plus, c'était mes débuts à moi, et on en a fait aussi des conneries ailleurs, et sur la correction, sur tout ça. Et on a tourné autour, et je ne sais pas combien de couvertures on a eu sur la Horde du Contrevent, mais j'en ai eu une récemment sur le site.
Ouais, ça fait bizarre. Hein. Et, il voulait la tête de Golgoth, pour ceux qui sont fans de la Horde et qui l'ont lu, tous, je pense. C'était la tête de Golgoth en couverture, ou alors c'était le vif. Et on a tourné, on a eu plein d'essais. Enfin voilà, je trouve que c'est aussi un luxe d'hésiter. Voilà. Et donc, Stéphanie Aparicio, je suis allé la chercher, je lui ai dit, tu peux nous faire ça. Je lui ai expliqué un peu, on n'avait pas vraiment de brief, hein, c'est ça aussi. Et elle a sorti ça en 3 jours. Il y avait quelqu'un à son bureau qui était sur le point, qui avait négocié son départ, qui avait que ça à foutre, et toutes les deux, elles nous ont sorti la couverture. On a dit, ah ouais, c'est ça. Mais c'était, je sais pas combien d'essais on a eu. Hein. C'est 30, 40, 50, je sais pas. J'ai pu en récupérer 2 dans le bar à côté. Il y a quelques illustrations de couverture. Il y a l'ancienne version de la Horde et la nouvelle version de la Horde. Sinon, il y avait des couvertures bleues, vert, violettes, un peu bizarres. C'est vrai qu'au niveau des couleurs, je pense qu'ils ont essayé pas mal de trucs. Pour continuer avec la Horde, donc il y a Emmanuel Gob à ma gauche. Toi, si j'ai bien compris, c'est carrément toi qui es venu à la Volte. La Volte ne venant pas à toi, tu es allé à la Volte pour. C'est exactement ça. Pour dire j'aime la Horde. Non, il nous a engueulé d'abord. D'accord. Donc, comme tout le monde, je suis arrivé à la Volte avec la Horde du Contrevent, qui existait déjà en numérique depuis 2008. Ça a été fait par un ami à Mathias. C'était une catastrophe. Le texte était vraiment illisible, c'était vraiment impossible. Je pense que je me suis arrêté au bout du premier chapitre. Et donc j'ai essayé de contacter les gens derrière ce bouquin. Donc j'ai contacté Alain, qui m'a envoyé Mathias qui répond de temps en temps aux emails. Et puis au bout d'un certain temps, moi je viens de Bruxelles, donc je suis sauté dans le train, je suis venu aux encombrants et j'ai été expliqué pourquoi est-ce que c'était de la merde. J'ai proposé de le refaire. Donc j'ai commencé à refaire la Horde du Contrevent. Pas de problème, moi je dis, il n'y a pas de problème, fais-le. Tu trouves que c'est pas bien, tu veux faire quelque chose, fais-le. Et quand on connaît la Horde du Contrevent, c'est du sport, surtout à Codéon numérique avec des grosses limitations. Et donc on a pris quasi un an, plus d'un an pour refaire la version, puisqu'on a essayé d'inscrire des images, d'aller voir si on allait pas avec la musique et tout. Bon, voilà. On a finalisé celui-là, et puis on est passé au déchronologue, et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à faire tous les bouquins de la Volte, les uns après les autres. Un peu en 5e roue des carrosses, quand tout est fini, je reçois le fichier, je peux commencer. Et là, il a 2 jours. Et là, j'ai 2 jours avant publication, un peu de choses près pour le faire, le relire et tout. Mais généralement, on s'en sort très bien, ça arrive. Avec l'aide de Thibaut, ici à côté, qui, en plus d'être un éditeur papier, est un éditeur numérique, il fait les vérifications, il a l'œil de lynx qui va avec, ce qui permet de faire les dernières vérifications. À tel point que le codage de livres numériques est devenu un métier. On commence par s'engueuler avec les gens, puis on finit par en faire un travail. Sur le blog, c'est ton blog ou ton adresse email? Il y en a un aussi. C'est lecteur en colère. Donc il pourfendait, je continue encore, il pourfendait les éditeurs de numérique qui faisaient très mal le travail, qui pensaient qu'il n'y avait qu'à donner à n'importe qui une transformation de fichier et que ensuite ça arrive directement sur une tablette ou sur une liseuse. Oui, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu à la Volte me battre, puisque c'était un des éditeurs qui faisait du mauvais travail en numérique. Mais sinon, depuis, ça va beaucoup mieux. Maintenant, on a des beaux livres. Le seul inconvénient à la Volte, c'est qu'il y a toujours des maquettes assez très complexes, qui ne sont pas toujours faciles à remettre en numérique. Notamment les nouvelles d'Alain, la toute dernière. C'est peut-être le moment de parler à Alain du problème qu'on a sur So Far Away. Oui, on en parlera après, peut-être. C'est toujours le problème avec les maisons d'édition dans lesquelles il y a un peu de liberté. Il y a toujours quelqu'un. Tout à l'heure c'était avec l'ordre qui avait un problème. Là c'est avec la liberté qu'il y a un problème. Il faut que ça rentre dans les cases, il faut que ça code. Non, mais techniquement, c'est surtout que le numérique a des limitations encore trop fortes. Et quand Alain se lâche,
Ça donne des maquettes assez particulières. J'avais pas dit ça sur le. Et est-ce que sur le chamois des Alpes-Bondy, les niveaux de gris, ça va poser problème? Je vais te les montrer. Voilà, Tu ne les as pas encore vus, mais ça n'a pas posé de problème. dans le dernier recueil de nouvelles qui est arrivé hier, avant-hier. Donc là, le truc qu'il a regardé, c'était c'est le niveau de gris sur le papier. Donc tout de suite, j'ai dit c'est de la merde. Et donc il faut faire. Donc il y a plusieurs niveaux de gris. Il y a plusieurs personnes qui parlent. Ça rappellera des choses d'autres textes d'Alain. Et peut-être que ça marche assez bien sur le numérique. Mais il n'a pas vu encore. Ça marchera mieux sur le numérique, je pense, mais je me suis engueulé avec Stéphanie, mais voilà, j'avais raison en fait. C'est-à-dire que, non mais typiquement, voilà, c'est les échanges de la vol. C'est-à-dire que j'ai un texte qui parle voilà, c'est de la neige mémorielle qui tombe sur le Vercors, et les gens mangent cette neige mémorielle, et les souvenirs se délavent progressivement. Et il y a 3 niveaux de délavement, en fait, délavage, je sais plus. Et l'avement, c'est joli. Il y a le premier niveau de souvenir qui est en noir, le deuxième niveau de souvenir qui était que moi je visais en gris à 60% et le troisième niveau en gris à 30%. Et Stéphanie m'envoie et elle était restée sur un gris à 80%, le troisième gris était à 60%. Je lui dis c'est pas assez délavé, on sent pas le délavement et elle a maintenu, donc on a négocié, elle a descendu un petit peu, mais le résultat est beaucoup trop noir. Voilà. Mais bon, moi j'ai pu négocier, après je peux l'engueuler et puis ça sera bien. Tu seras pas content avec le numérique non plus. Au moins pour non mais c'est des finesses, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut que ce soit difficile à lire. Moi je voulais que ce soit légèrement difficile à lire. Et elle est graphiste et pour elle la lisibilité c'est l'essentiel, quoi. Donc elle a monté de 10 ou 20% de plus mais c'est normal qu'il y ait ce type d'échange. Après, avec ce qu'on maîtrise pas, et on connaît pas très bien aussi, c'est vrai, mais après, en face, c'est de l'industrie, c'est l'impression, quoi. Comment ça rend sur le papier, etc. Hein. Il y a cette contrainte-là, mais on maîtrise pas non plus suffisamment, peut-être pour s'approcher au plus juste de ça. Mais là, c'est un art, hein. C'est pas, comme je disais, c'est pas de l'industrie. Alors toi, Emmanuel, justement sur la création d'un roman comme ça, est-ce que tu as la possibilité pour utiliser ton outil qui est son outil numérique qui est assez contraint, d'avoir une relation avec l'auteur qui te permette de peut-être modifier quelque chose, un vecteur qui est faisable sur du papier que tu ne peux pas faire en numérique? Est-ce que tu peux avoir une relation comme ça pour essayer de trouver le truc qui permettrait de transposer ça sur le numérique? Vu les délais, absolument pas. Comme généralement je suis en fin de course et qu'on court après, on essaye de faire la parution numérique toujours avec le papier. C'est pas toujours évident, donc généralement je travaille toujours avec Thibaut. Et on essaye d'adapter au mieux les choses qui doivent être adaptées. Mais quand on peut rajouter des choses, on l'essaye d'ailleurs, notamment pour le dernier recueil. Il y a 2 itinéraires possibles, un itinéraire court, un itinéraire long. Et donc, par exemple, dans la version numérique, on a pu mettre des liens qui nous permettaient de suivre un itinéraire ou l'autre, ou carrément d'aller se perdre dans tous les sens. On revient, c'est juste pour la précision, c'est quand on dit itinéraire, moi je vends mon livre, hein, c'est itinéraire long, itinéraire court, c'est juste l'ordre, on y revient, l'ordre des nouvelles. Il y a un ordre régional, il y a un ordre thématique, tordu pour que ça nous arrange. Peut-être pas par le bout. Ouais. Oui, parce que le thème c'était de dire, donc c'est arrivé à une soirée, on va faire la science-fiction régionale. Voilà. Moi je ne sais pas ce que c'est, mais c'était l'idée de savoir ce que c'est. Je crois que c'est une idée de David Callot en même temps. C'était David Callot, Stéphane Beauverger et moi aux Encombrants, et tous les autres auteurs étaient à fond, et donc c'est de trouver ce que ça veut dire. Je ne sais toujours pas, mais du coup on a des régions. Donc, dans quel ordre on lit les nouvelles? Il y a 2 ordres, et on a fait 2 sommaires pour le papier, mais de toute manière, si vous ouvrez les pages une à une, vous avez un seul ordre. Alors que dans le numérique, voilà, je te recède la parole. Bon voilà, dans le numérique, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire de différent et de plus. Donc on ne va jamais retourner vers l'auteur. Enfin, jusqu'à présent, ça n'est pas arrivé. On ne touche jamais au texte. On ne touche jamais à l'idée du texte. Donc, comme par exemple avec la nouvelle d'Alain, on a reproduit exactement ce qu'il espérait. On sait que pour les furtifs, il a beaucoup d'idées. Donc là, ce sera peut-être plus compliqué. Il faudra peut-être que je discute un peu plus avec lui avant qu'on fasse le papier et qu'on me dise tiens, t'as 2 semaines. Parce que ça risque d'être beaucoup plus sportif. Donc pour l'instant, non, mais c'est pas impossible. D'accord. Et donc, pour finir un peu ce long tour de table, Eric,
Tu vois ce qui t'attend. Ça, c'est la transition. Tu vois ce qui t'attend. Ah, parce que justement, lui, la relation qui est avec l'auteur, elle a eu lieu vachement en amont du début du travail, si j'ai bien compris. Comment t'en es venu à faire cette adaptation BD? Qu'est-ce qui t'a pris de faire un truc pareil? Ouais, qu'est-ce qui m'a pris, c'est la bonne question. En fait, moi j'ai lu le bouquin sur le conseil d'un ami. J'ai trouvé ça vraiment super. Ouais, ça c'est encore bon pour les chevilles d'Alain, ça. Voilà. Bonne journée. Ouais, c'est bien fait de venir. Ouais, c'est cool. Et, Son père pour l'ambition de et en fait, voilà, l'idée me trottait dans la tête de pourquoi pas l'adapter en BD en fait. Et puis ça s'est fait un peu par hasard en fait. J'ai rencontré quelqu'un qui avait lu ton roman avant qu'il soit publié et qu'il n'avait pas pris. Enfin, ça je l'ai appris après. Et donc j'apprends qu'il connaît Alain, etc. Parce qu'il a travaillé à Folio, je crois, c'est ça. Il avait travaillé à Folio. J'ai lu. Ouais. Bon, enfin bref. Donc ouais, bah oui, oui, c'est bien celui. Donc j'ai dit, mais tu saurais si Alain serait d'accord pour faire une adaptation en BD de son roman. Et il me dit, bah écoute, je peux lui demander. D'accord. Et puis une semaine après, on avait rendez-vous ensemble en fait avec Alain et puis Mathias. Non, t'étais là. C'était il y a combien de temps ça? J'ai oublié. C'est bien 3 ans, ouais. Moi, je t'ai jamais vu. Hein. Ouais. Ah non, t'as pas mis au courant. C'est trop tard, c'est signé maintenant. Et donc voilà, il m'a dit, écoute, tu dessines bien, mais ça n'ira pas du tout pour la vente. Donc c'était non. Et comme moi, je suis têtu aussi, je lui ai dit, moi, je vais te montrer que si, c'est possible, tu verras. Et, je peux faire des choses bien. Et puis je sais plus comment ça s'est fait. Après, je commence à faire des crowbars. C'est toi qui m'as dit, je vois l'équipe du film, si tu veux faire des crowbars, je pourrais leur montrer, etc. Donc je fais des crowbars pendant une semaine ou deux, je te les ai filés, tu leur as montré, et puis voilà, ça vous a plu, je crois. Et puis non. J'ai pas ça comme histoire. Moi j'ai pas ça. Non, mais c'est pas ça l'histoire. Les déformations. Mais non, mais ça c'est les des 10 ans, mais faut on va pas faire nos débats internes, mais en même temps, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est bon, voilà. Et après, tu veux pas être le chef. Hein. Tu sois passé par Benoît ou je sais pas qui, c'est pas la question. T'avais eu Alain avant. Alain, comme ça rappellera une autre histoire, t'as envoyé vers moi. J'ai pas répondu pendant 6 mois, d'accord. Et ensuite, on s'est vu à un resto tous les trois. Et quand tu nous as montré tes croquis, il n'y avait pas de question de film. Hein. Le film, il n'existait pas du tout. Il n'était même pas en germe. On s'est retrouvés dans un resto et tu nous as montré tes croquis et on a trouvé ça génial et on a dit oui, on le fera. Et ensuite, l'histoire du film est arrivée plus tard. Voilà mon histoire. Alain, vas-y. Non, mais heureusement que tu rétablis la vérité. Ah vache, c'est impressionnant, ouais. Non. Moi, ce que je me souviens, c'est effectivement la première fois que tu m'as contacté et que j'ai vu ce que tu faisais dans les autres BD. Eric dessinait extrêmement bien, de façon extrêmement précise, avec un trait qui était parfaitement fermé, etc. Et quand j'ai vu ce qu'il avait fait, et notamment son spin-off de 13, c'est-à-dire qu'il avait été contacté par 13 pour faire, vous savez, comment on appelle ça en français? C'est pas un spin-off. Un spin-off. Ouais, Oui, c'est un dérivé. Un dérivé de 13. Et c'était extrêmement bien dessiné, mais pour moi, ça ne vibrait pas, ça ne bougeait pas. Or, la Horde, voilà, par définition, il fallait un trait qui soit lâché, qui vibre, qui soit vraiment porteur de mouvement. Et moi, mon premier retour en disant, ça me paraît pas porter cette capacité-là, mais j'ai pas dit un non aussi brutal que ça. Non, je résume. Non, mais c'est vrai, je me souviens que tu m'as dit ça et je trouvais ça. Et j'ai dit, mais si tu as d'autres façons de dessiner, etc. Et quand il nous a amené les croquis, on a vu que voilà, il pouvait complètement libérer son trait, faire autre chose. Et là, c'était génial. Après, il y a eu une rencontre humaine. Hein, ça se joue beaucoup à ça. Bon, la vérité, je vais te dire aujourd'hui, c'est pas que tu dessines bien. Je te trouve sympa. Non, mais voilà, il y a le contact humain. Pour moi, sa compréhension du livre était très bonne. J'ai compris très vite qu'il avait le livre au trip, qu'il l'avait ressenti. Et il m'a dit aussi très vite qu'il voulait faire le scénario, sachant qu'il n'avait jamais scénarisé une BD. C'est un très grand dessinateur, mais il n'a jamais scénarisé une BD. Et j'étais dubitatif aussi là-dessus. Et puis, j'ai bien aimé, en fait. J'ai bien aimé parce que c'est quelqu'un de têtu. Il est très gentil comme ça, mais il est très têtu.
très perspicace et opiniâtre, et il a continué à insister, et je me suis dit, j'aime bien ça, j'aime bien ce côté-là, c'est très cool. Et il a commencé à montrer le premier scénario, le deuxième scénario, on a discuté, et je trouve ça tout à fait bien, et j'aime bien l'axe qu'il choisit, quoi, donc il réinvente, hein, il réadapte, ce qui est normal hein, en BD, mais il réadapte, je trouve, avec un état d'esprit qui est vraiment intéressant. Ouais. Donc voilà, finalement, on l'a fait. Et t'en es où là aujourd'hui justement sur cette adaptation avec Il a signé. Alors, non, pas encore. On peut pas dire, on peut rien dire. C'est vrai? Non, c'est pas fait encore. On dit pas. si tu le dis. Ça va pas tellement non, mais s'il y aura de la promo, tous les gens vont oublier d'ici là. Donc ouais, moi j'ai prévu de découper. En fait, ce que raconte Alain effectivement est exact. À un moment, moi je me suis dit l'adaptation, enfin le scénario, moi je me sens capable de le faire, ce qui était peut-être prétentieux, j'en sais rien, mais en tout cas j'en avais l'envie vraiment très forte. Et il se trouve que juste après que je t'en ai parlé, je t'ai dit bah de toute façon en fait j'ai pas vraiment besoin de ton autorisation finalement pour m'y essayer. Tu m'as dit bah écoute si tu le sens comme ça vas-y. Et puis, moi je t'avais dit de toute façon si ça te plaît pas tu me diras ça me plaît pas et puis c'est tout. Et juste après j'ai reçu une proposition de résidence en fait à Bordeaux. Et donc du coup j'ai appelé Alain en lui disant est-ce que je peux proposer le projet de la Horde. Il dit ouais vas-y fonce, une résidence c'est super. Voilà. Donc en fait je suis parti 2 mois en résidence pour écrire la première version donc. Et donc j'ai relu tout le bouquin en prenant des notes etc. Et donc ça se fera en 5 tomes. Je pense qu'il faudra à peu près 5 tomes de BD de 54 pages pour faire l'adaptation. Et du coup je sais plus ce que je voulais dire. C'était quoi la question? La forme que ça va prendre et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Et donc là où j'en suis pour l'instant, c'est à la réécriture. Là, j'ai fait donc on a fait une première séance de boulot avec Alain sur la première version que j'avais faite. Et donc il m'a fait tout un tas de remarques voilà, qui étaient vraiment très intéressantes. J'ai eu les mêmes d'ailleurs de la part du directeur de collection avec qui sans doute on va bosser. Donc j'ai écrit une seconde version que j'ai pas encore fait lire à Alain parce que je suis en train de la modifier pour faire la V3 et puis ensuite. Mais oui, moi ce que je trouve super aussi, enfin, vraiment évidemment que j'avais un petit peu peur de. Enfin, en même temps, je comprends parfaitement voilà, la Horde. Je sais qu'Alain a mis énormément de temps à l'écrire. Enfin, voilà, c'est son bébé et tout ça. Donc, le confier à quelqu'un, enfin, je sais pas, je me mets à sa place, je me dis, ça doit pas être simple. Et bon, j'avais un petit peu peur de me retrouver face à quelqu'un qui soit peut-être trop rigide, trop attaché à ce qu'il avait fait. Et ce que je trouve vraiment super, c'est que, bon, autant quand il y a un truc qui lui plaît pas, il le dit franchement, même parfois brutalement, mais ça, c'est pas grave. Mais autant il accepte vraiment que je torde un peu l'histoire, que je modifie certains personnages, enfin voilà. Et là sur ça, vraiment je le remercie quoi. Ça c'est super. Ouais. Bah, moi ça me paraît évident, c'était comme pour la bande originale du livre où moi j'ai laissé Arnaud complètement faire ce qu'il avait envie en termes d'opéra rock. C'est qu'à partir du moment où un artiste reprend ce que vous faites. Moi, je suis moi-même un artiste, je sais qu'il faut lui laisser la liberté, sinon, de toute façon, il fera quelque chose qui ne sera pas dynamique, pas riche, pas fécond. Il arrive avec une vision du livre. Un livre, ça peut être interprété de 127 façons différentes, et la Horde en particulier. Et il arrive avec sa vision. Moi, à partir du moment où la personne, ça sort des tripes, c'est profondément habité, et qu'il y a une vision artistique derrière, il n'y a aucune raison que je la bloque. Au contraire, moi je me sens fécondé, j'ai l'impression que le livre s'ouvre sur une autre direction que j'avais pas forcément vue. Pas devant tout le monde. Fertilisé. Comme quoi, il n'y a pas d'ordre à la Volte. Il n'y a pas d'ordre. Et ça, c'est super. Enfin, moi, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un auteur. Parfois, on vient me voir, on me dit ton livre c'est fabuleux, etc. Mais le plus beau cadeau qu'on puisse faire, c'est qu'un autre artiste vienne, en fasse quelque chose, et que ce quelque chose ressemble pas totalement au livre, soit différent. Mais que tu aies l'impression qu'il a fait pousser une branche que tu n'imaginais pas sur ce tronc, quoi, voilà. Et il fait même un deuxième arbre, là, j'ai l'impression. Et c'est super, il n'y a rien de plus beau pour un auteur, quoi. Donc, il n'y a aucune raison de barrer les gens ou de leur dire non, attention. Il n'y a rien de pire pour moi qu'un auteur qui considérerait qu'il est maître de son univers et qu'il a la vérité sur son univers. À partir du moment où vous avez fait le livre vous échappe, le livre a sa propre puissance, a son propre rayonnement, a sa propre capacité de déploiement, et vous y pouvez rien, et c'est tant mieux. Et vous l'avez fait, vous, dans une direction, mais une fois qu'il est né, c'est exactement comme un enfant à ce titre-là, quoi. Vous avez fait cet enfant, c'est votre gosse, vous voulez l'éduquer, mais à un moment donné, il vous échappe, et c'est très bien. Et là, ça va m'échapper, et j'espère que ça va m'échapper
le plus fortement possible. Parfois même c'est trop proche encore peut-être du livre. Ouais, je suis assez ouais. Mais arrivera le moment où je pense que tu vas vraiment... Mais moi, il y a quelque chose dont je me rends compte en fait en commençant ce boulot-là. Je vous avoue qu'au départ, quand j'ai voulu adapter le roman, en fait, c'était vraiment... En fait, quand je me posais la question de pourquoi je voulais faire ça, à part l'envie que j'en avais, et le fait que ça me parlait énormément, je ne trouvais pas vraiment de raison, quoi. Et à un moment, je me suis dit, il y a plein de cinéastes qui prennent des romans pour faire leurs films, etc. Donc, s'ils le font, je peux peut-être le faire aussi. Et au final, c'est en travaillant le scénario, en travaillant l'adaptation, plus je la bosse, en fait, et plus je me rends compte à quel point ça devient autre chose. Et finalement, la question de pas de la légitimité, mais comment on pourrait dire, qu'est-ce que je vais apporter, en fait, en fait, ça change, ça se transforme de soi-même. Et en fait, plus j'avance, plus je me dis, oui, en fait, une adaptation, ça devient vraiment autre chose, quoi, en fait. Je sais pas si c'est très clair, mais... Avant de passer des questions, je sais pas si des petites questions, j'ai juste une dernière question pour Marie et Thibaut. On a fait référence donc aux encombrants pas mal de fois. Donc si vous êtes à Paris, un premier mercredi de chaque mois, allez, c'est toujours au même endroit, au Mécano Bar, rue Oberkampf. Vous pouvez pas rater le Mécano Bar, rue Oberkampf. C'est sur le site. Voilà, c'est sur le site, tous les premiers mercredis de chaque mois. C'est sur le site, donc vous pouvez rencontrer un peu tout le monde. Parfois ils sont 15, parfois ils sont 2, parfois ça travaille même. Vous pouvez même avoir l'occasion de voir passer une couverture sous vos yeux comme ça. Et je voulais demander à Thibaut et Marie, pour finir, de l'extérieur, vous qui n'êtes pas que les auteurs, à votre avis, d'où ça vient ce truc que les fondateurs et les auteurs deviennent tous potes de l'éditeur, des graphistes, tout ça finalement, ce côté... comment ça se fait que tout le monde... C'est que d'abord c'est des potes et qu'en fait Mathias n'édite que des potes, ou c'est que... en fait il choisit tellement bien ses auteurs et c'est tellement des coups de cœur que ça devient des amis, quoi. Pour pas mal, déjà c'est des potes à la base. Et après, non. Pas les auteurs, mais les voltés autour, oui. Oui, les voltés autour. Et après, ça fonctionne comme une espèce de communauté ou une famille. C'est toujours les mêmes qui restent un peu par là. Puis de temps en temps, il y en a des nouveaux. Et il se passe ce qui se passe. On est dans une ambiance conviviale. On s'envoie pas mal d'informations directement en privé. Il n'y a pas un filtre hermétique professionnel qui empêche ça. Donc ça se fait le plus humanement possible. Et puis, c'est une bonne question que je m'étais jamais posée en fait. Mais je pense que les gens qui n'ont pas envie, les gens qui viennent voir, qui viennent tourner autour de la Volte, c'est parce qu'ils ont envie de bosser bizarrement. Les gens qui veulent bosser de manière traditionnelle, ils n'ont pas envie, ça les amuse pas, Voilà, quand ils viennent, j'ai l'impression qu'ils viennent. Ils ont participé à quelque chose, alors ils sont fans, souvent ceux qui arrivent, ils sont fans de Damasio, soit tendance Horde, soit tendance Zone, ou de Stéphane Beauverger. Ils ont envie de voir comment ça se passe et participer, mais ils savent pas. Bosser, c'est parce que je réagis parce que tu dis bosser, mais c'est pas bosser, ils ont envie de participer à quelque chose. Tu lui demandes ce qu'ils peuvent faire, et en général, je sais pas quoi, voilà, ça veut dire. Ce que tu veux. C'est généralement la réponse qu'ils donnent. Ce que tu peux, qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais faire du site internet? Tiens, j'aimerais besoin de ça. Tu sais faire le matrade. Il y en a une, Laure, elle est arrivée, et on lui dit, tu veux faire des choses, et qu'est-ce que tu sais faire? Elle dit, je dessine des caractères. Je lui dis, t'as qu'à nous faire, c'est facile à dire, t'as qu'à nous faire la police de caractères dans la Volte. Et voilà. Et c'est son métier, mais elle a mis 3 mois, 4 mois, et elle a dessiné c'était pas, si on m'avait demandé les besoins de la Volte, j'aurais pas cité ça en premier, hein, mais ça dépend des gens, quoi, voilà. Et c'est super. Bon. Oui, moi c'est comme ça que j'ai rencontré la Volte aux Encombrants. Je suis arrivé pour parler d'un projet de film et il y avait un petit carnet qui tournait
sur la table pour vous dire la manière un peu collégiale dont ça fonctionne. Il y avait différentes... c'était un petit livre où elle avait marqué différents A possibles, différents B possibles, avec la police normale, la police pour les titres et la police en italique. En gras, qu'est-ce que ça va donner? Les chiffres, j'hésite entre ça et ça. Les lettres bizarres que Alain veut inventer pour mettre dans la horde. Et chacun prenait son petit stylo ou son petit papier, regardait et disait « Ah bah moi hop, moi j'aime bien celui-là. Dans le A, bah, celui-là il est chouette parce que là il y a l'accent comme ça qui part vraiment sur le côté. Et ça discutait, ça débattait. Et je voyais Mathias regarder comme ça par-dessus les épaules des gens en disant « Ah toi tu préfères celui-là ?» Et je me disais ce monsieur là il dirige une maison d'édition et il laisse tout le monde donner son avis. Et de toute manière on a fait autre chose, hein, c'est pas grave. Mais oui, mais c'est pas moi qui toujours. J'ai pas regardé. C'est Laure qui s'est nourri, comme Alain parlait de ce qu'il écrit. Il s'est nourri de réactions, on se nourrit de réactions, et après c'est Laure qui a dit, qui a tenu compte de ce qu'elle voulait prendre en compte, et puis c'est devenu ça, et je crois que j'ai fait aucune remarque d'ailleurs. Voilà. Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi je m'en vais? Parce que tu m'embêtes. Parce qu'il faut bien quelqu'un pour passer le micro. Hein. J'avais envie d'ajouter un truc. Vas-y. C'est que une maison d'édition, comme on l'a dit, enfin comme ça a été dit à la Gaîté Lyrique, c'est une maison. Et dans cette maison et dans cette famille, Mathias serait un peu le papa, le père. Et nous, on est les restons un peu terribles, c'est ça que tu veux dire? Après, il y a les tontons. C'est déjà bien. C'est déjà bien, ouais. Non, oui, c'est ça, j'ai retrouvé. Il distille en fait sa confiance assez naturellement dès qu'il sent bien un projet et qu'il sent qu'il y a vraiment quelque chose qui mûrit derrière et il sent que ça mérite. Il va pas pinailler dans le détail, il va ça dépend. Ça peut se faire, mais d'une manière générale, il va dire ok, vas-y, et vienne que pourra. Et ça, c'est peut-être une des choses qui a le plus de valeur dans la maison. Quoi. Je suis arrivé. Allez, il nous reste une vingtaine de minutes si vous avez des questions. Bonjour. Je trouve que les ouvrages de la Volte sont en fait des univers un peu télescopiques puisque le texte est accompagné, l'univers se développe justement par d'autres choses comme les bandes originales, les maquettes, les couvertures dont on a parlé tout à l'heure. Et je me demandais comment vous avez été amené justement à rencontrer ces deux illustratrices. Elles sont deux, c'est ça? Les illustratrices, les illustrateurs, et comment ça marche au niveau du travail, puisque ça dépend en fonction des maisons d'édition et des illustrateurs, puisque je trouve qu'elles ont une vraie pertinence, ces couvertures, elles sont attractives et laissent toute cette part de mystère justement, et à la fois représentent bien les différents univers développés. Pour votre remarque sur l'univers télescopique, c'est pas une question, mais je réponds à ça quand même. Et c'est drôle, puisqu'effectivement, ce travail collectif où ça se contredit, où il y a de tout, ça permet justement de générer cette énergie autour de chaque projet. Et c'est ça qui permet d'avoir cette cohérence, je pense. Donc c'est l'échange. En ce qui concerne les illustrations, c'est pareil. C'est pas par hasard, quoi. Parmi nous, et alors il se trouve que c'est aussi la compagne de Stéphane Beauverger, il y a Corinne Billon qui fait des jeux vidéo, qui est tueuse en illustration, et à qui on a proposé, ou elle a proposé de faire une illustration, puis d'autres, voilà. C'est venu comme ça, il y en a plusieurs, et là aussi, quand on a publié Léo Henry, ses bouquins, il en avait fait un ou deux ailleurs, et il le fait toujours avec Stéphane Perger, avec lequel il a fait aussi des bandes dessinées. Stéphane il est dedans, donc c'est ensemble même qu'ils peuvent concevoir la couverture. Donc il y a rencontre, il y a échange, et voilà, des fois ça se passe pas, mais c'est quand même. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est ça, c'est-à-dire.
oui, on peut avoir envie de travailler avec un illustrateur et puis faire un brief, c'est bien, après on fait comme ça, mais on peut aussi, s'il y a connaissance de l'univers de l'auteur, voilà, Corinne Guillon, elle lit les bouquins d'Emmerich, et je suis pas sûr que ce soit le cas pour tous les illustrateurs, elle lit les bouquins d'Emmerich avant de faire les illustrations. Voilà, et je lui fais même pas de brief. Alors après, avant de faire l'illustration, elle me dit j'ai une idée là-dessus, et je dis ah ouais, moi aussi j'avais celle-là, la dernière fois c'était la même, ça tombe bien, sinon c'est la sienne qui gagne, hein, quand même en général, et elle fait, et ça arrive, voilà. Et je profite de... Vous avez dû la remarquer en entrant, il y a donc dans tout le bar, il y a une exposition sur d'illustrations de couverture et d'interface, notamment du travail de Corinne Guillon sur les romans de Stéphane Beauverger, des en-têtes de chapitres, et on a essayé de mettre en valeur le processus de création justement de certaines de ces illustrations où on a pu arriver encore une fois aux encombrants pour Elliot du Néant, le roman de David Calvo, pour lequel Stéphanie Aparicio avait fait imprimer 4-5 couvertures différentes dans le même thème, pas spécialement complètement différentes, mais avec un détail qui changeait, et chacun mettait son nom sur la couverture qui lui parlait le plus, et graphiquement, on n'avait pas lu le livre, et de ça, elle se nourrit pour finalement en tirer la dernière, celle qui va effectivement être voilà, celle qui va être choisie. Et donc là, et ça sera le premier pôle de l'exposition, et le deuxième est dans le salon où vous avez les croquis d'Éric et les premières illustrations de la Horde qui ont été faites par Boris pour la sortie de la Horde, plus 3 illustrations de 2 fans, du fan art on pourrait dire, Thomas Mouraille et Anne Etiek, qui sont 2 personnes qui connaissent pas la Volte et qui ont pris la Horde du Contrevent comme source d'inspiration, et qu'on a contacté pour avoir ces illustrations. Donc vous avez pendant tout le week-end dans le bar et dans le salon un gros panel de l'univers visuel de la Volte. Et la musique que vous entendez dans le bar, c'est la musique de la bande originale des 6 romans qui sont accompagnés d'une bande originale à la Volte. Voilà, fin de la parenthèse. Quelqu'un d'autre a-t-il une autre question? Bonjour. Est-ce qu'il y a une traduction de la Volte ou des projets de traduction? Est-ce que ça va s'exporter, se faire Traduction de la Horde, là vraiment on n'est pas bon, je ne suis pas bon. On a une traduction en italien, le traducteur ou la traductrice n'ayant jamais pris contact avec Alain, on redoute le pire, donc je pense qu'il ne faut pas regarder. Voilà, j'ai pris des gens, des agents pour faire ça, et en essayant même de surfer sur l'annonce du projet de film, et on n'a pas de touche. On n'a pas de touche. Voilà, on a même fait traduire le premier chapitre 2 fois d'ailleurs, en anglais, ce qui se fait jamais. Mais c'est aussi, bon, ce que tous mes camarades me disent ailleurs, et collègues, c'est que les anglo-saxons notamment, ça les intéresse pas beaucoup quand même, ce qui se passe en France. Et voilà, mais il faut vraiment qu'on réussisse à faire ça. C'est dingue. Il y a une traduction de la Horde en italien. Voilà. La Horda del Vento. Enfin, je ne sais pas parler. C'est pas bête comme titre. Je suis pas sûr que Mathias soit d'accord avec moi, mais en plus, même si ça intéresse des éditeurs étrangers, et même si les traducteurs à l'étranger sont encore moins bien payés que les traducteurs en France, je sais pas, j'ai pas compté, mais c'est un budget de traduction. La traduction, hein, je parle pas des droits, je parle pas de 25 000 euros. Enfin, c'est. Il faut vraiment vouloir et pouvoir. Enfin, c'est un truc. En plus. C'est un truc. Pardon 25 000 euros. J'en sais rien, j'ai pas compté, mais oui, largement. Enfin, c'est de cet ordre-là en tout cas. Surtout qu'en plus, le bouquin est très très dur à traduire. Moi, je demanderais 30% de plus que mon tarif habituel pour faire un truc comme ça. Il faut être maso ou passionné ou très bien payé, c'est très très dur. Tu peux pas, enfin, c'est pas évident. Moi non, je peux pas, mais je sais pas. Donc voilà, donc en plus c'est cher. Oui, donc ça c'est même pas. Enfin, j'ai rencontré, une fois des éditeurs étrangers, mais ils s'en sont même pas arrêtés. Ils savent même pas qu'il y a un combat de palindrome à l'intérieur, quoi.
Mais donc c'est même pas ça qui les freine. Ça les freinera après quand ils auront acquis les droits éventuellement. Mais combattre palindrome, allez-y quoi. Alors oui, j'ai rencontré une éditrice israélienne, elle m'avait présenté, c'est un mec très fan. Et je lui ai demandé tout de suite, mais est-ce que en hébreu on peut avoir des palindromes? Elle m'a dit non. Je dis bon. Bah salut. Il doit y avoir d'autres langues, hein, ça doit être possible. Quelqu'un d'autre? Une dernière question alors. Il y en a toujours un pour poser la question des furtifs, allez-y quand même, qu'on rigole. Ah, c'est pour demain les furtifs, c'est pour demain les furtifs. C'est pour demain les furtifs. En fait, c'est plus pour vous la question, c'est vous avez parlé d'un film et qu'est-ce qu'il en est en fait de ce film? Est-ce que c'est un projet sérieux? Est-ce que ça va sortir? Très curieux. Alors, c'est un projet sérieux, si tant est qu'un court-métrage puisse être sérieux. Ça, je vous laisse juge de ça. Ça s'appelle Droite comme la justice. Ça a été réalisé en 2012 à l'approche des élections présidentielles. C'est mon bulletin de vote à moi. C'est l'adaptation d'une nouvelle de Stéphane Beauverger qui s'appelle Sécurité et Impunité, écrite pour les éditions ActuSF sous l'impulsion d'Alain Damasio qui avait écrit quelque chose qu'il voulait un appel d'air contre le sarkozysme en 2007. Et j'ai découvert ce recueil en 2009 et pour en 2012 en faire quelque chose qui devienne de la science-fiction, parce que ce qui était décrit était bien trop présent pour moi. J'ai utilisé les notions de la zone du dehors pour créer un monde dans lequel c'est un contrôle routier dans lequel un citoyen contrôle un autre citoyen et une femme vient faire la garantie citoyenne pour réguler un peu que le contrôleur ne soit pas trop méchant et que le contrôlé accepte son rôle de contrôler, puisque de toute façon vous avez le droit, c'est un monde un peu dans lequel on a le droit d'arriver en retard au boulot parce qu'on s'est fait contrôler, parce qu'on a notre petit papier qui prouvera à notre patron qu'on s'est fait contrôler quoi. Et que donc ouais, moi je pense que c'est assez sérieux. Je suis à plus de 1000 € la minute en niveau budget, je suis en autoprod, 6 000 € dedans, 4 minutes 30 de film. Il y a 2 Voltés qui ont travaillé dessus, un qui m'a fait le générique, le son que vous entendez dedans est fait par Denis Fragerman. Et c'est à cette occasion-là donc, que j'ai rencontré la bande de Joyeux Loustic qui est ici. Et depuis, oui, vous pouvez le trouver sur internet, je l'ai présenté aux Intergalactiques. Il est sur le site. Je l'ai présenté à la première édition des Intergalactiques il y a 2 ans, aux Imaginales et à la 39e convention nationale de science-fiction, et puis aux Omniriques l'année dernière à mes yeux, où il a eu sa première projection sur un vrai écran de cinéma avec des vrais fauteuils, un vrai 5.1 en DCP et tout ça. Là j'étais... Ouais. Et puis pour continuer, et puis pour conclure, donc c'est les 10 ans de la Volte, on fait les choses bien. Hein. Il y a 17h à 18h si vous êtes encore là. Si vous n'allez pas voir le match de foot comme la deuxième personne à ma gauche là, qui n'attend que ça, il y a un vernissage dans le bar. Voilà, quelques petites bouteilles de vin à déboucher si ça vous intéresse pour avoir une rencontre un peu plus informelle. Et puis Alain et Marie qui sont les 2 seuls auteurs, parce que Marie est une auteure, parce qu'on l'a bien compris, traduire Jeff Noon c'est écrire. Se sont proposés de vous réjouir en séance de dédicace durant tout le week-end. Donc n'hésitez pas, ils adorent ça. Ils disent tout le temps, moi, mais en fait, ils adorent ça. Et ils passent 10 minutes à vous faire une dédicace, juste simplement parce qu'ils veulent que ça tue, tout simplement. Et que c'est un vrai plaisir en plus pour vous après derrière de la relire. Et pour aller encore un petit peu plus loin, vu que je suis totalement monomaniaque de la zone du dehors, vous l'avez compris, demain à 11h, vous pourrez voir la première d'une libre adaptation théâtrale de la zone du dehors. Il parlait tout à l'heure de la relation qu'il avait avec les auteurs qui trahissaient un peu ses romans. C'est ce que j'ai fait avec la zone du dehors. J'en ai extrait le propos philosophique et politique. J'en ai écrit un monologue d'à peu près 45 minutes. Et ça s'appelle Le dehors de toute chose.
C'est demain à 11h du matin, je sais, c'est le dimanche, c'est un peu cruel. Et ça a l'air génial, franchement, j'ai lu et j'ai entendu sur tous les lectures. C'est dans la cour de la MJC. Dehors, mais mettez une bonne doudoune, ça ira. Moi je suis en short, hein. Mon metteur en scène est juste là, c'est sa faute. Non, c'est l'événement du week-end, c'est ça, franchement. Voilà, pour pour moi. À part le match de foot, arrive derrière. Juste derrière le. On va à Barcelone, au Real de Madrid, 18h. Voilà. C'est même pas pour voir le match de l'OL que je dis ça en plus. Ah là là, il dort. Les Lyonnais, il habite à Marseille. Bon, là-dessus, nous devons conclure. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ok, merci. Merci Mathias, merci Eric, merci Marie, merci Thibaut, merci Emmanuel, merci Alain. Merci à vous. Profitez de l'exposition. Venez voir faire un tour au vernissage. Si vous voulez discuter avec Eric par rapport à ses croquis, vous gênez pas, il en sera heureux parce que je crois que demain tu seras plus là, Eric. Demain il part ce soir. Donc profitez, voilà, il y a des livres, il y a de la science-fiction régionale. Le premier livre au monde de science-fiction régionale est édité par La Volte. Il vient d'arriver, tout frais, juste pour vous. Il y a les nouvelles versions de la Horde, de la Zone. Il y a des bonus. Voilà. Allez, c'est La Volte, il n'y a pas d'ordre. Donc, merci à vous. À bientôt.